Espace TV, le 22h. Les charges de tests virales ne sont pas souvent disponibles et les services de prévention de la transmission de la mère à l'enfant restent un défi majeur. Médecins sans frontières sonne l'alerte et interpelle l'opinion publique et les bailleurs de fonds sur la situation des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida en Guinée. Les détails, c'est dans ce journal. D'insécurité, nous en parlerons dans ce journal. Le grand banditisme et les accusations de bavure des agents des forces de l'ordre sont entre autres pointus du doigt par des citoyens. Et puis le focus sur Télémilé se poursuit. Cette fois, nous ferons un zoom sur la route qui mène à cette préfecture. Elle est dans un état piteux. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous préférer sur Espace TV. Merci donc de nous suivre. Nous ouvrons le bal par la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels qui est extrêmement faible, qui entraîne des ruptures parfois sévères dans de nombreux centres du pays. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme sur la baisse des fonds alloués au traitement des personnes vivant avec le VIH et une conférence de presse organisée ce mardi à Conakry. Cette sortie intervient à la veille de la conférence de récolte de ressources du Fonds mondial qui aura lieu à Lyon en France du 9 au 10 octobre. Mamadou Kalisso, Amara Alexila. Selon des chiffres fournis par Médecins sans frontières, 120 000 personnes vivent avec le VIH en Guinée. Mais 60% de ces patients ne suivent pas le traitement, ce qui pourrait expliquer la hausse du nombre de nouvelles infections. Le taux de mortalité a augmenté de 7% en Guinée, tandis qu'il a baissé de 27% en Afrique de l'Ouest et de 37% sur l'ensemble du continent noir. Jusqu'en fin 2018, on comptait 4 400 décès par an liés au VIH, ce qui signifie un décès chaque 2 heures d'un patient qui a le VIH en Guinée. Avec la baisse des financements, vous pouvez imaginer les conséquences qui seront encore plus dramatiques pour les personnes vivant avec le VIH en Guinée. En ce qui concerne la lutte contre la transmission du virus de la mère à l'enfant, plus de 700 sites sont installés à travers le pays, mais seulement la moitié est opérationnelle. La Guinée a encore un taux de transmission du VIH aux enfants nouveau-nés de 19%, alors qu'avec un traitement bien suivi pour toute femme enceinte, ce taux pourrait baisser de 2%. Nous sommes encore très loin de l'objectif inférieur à 2% pour tous les enfants qui naissent de mères positives. Cette situation inquiète les patients vivant avec le VIH et la tuberculose, ainsi que ceux qui les assistent. D'où ces cris de cœur. C'est un cri de cœur par ma voix de toutes les personnes qui vivent avec le VIH en Guinée, de porter le plaidoyer au niveau des donateurs, tous les partenaires financiers qui peuvent financer dans le cadre du VIH, de ne pas baisser les bras. S'ils baissent les bras, ils diminuent les financements. C'est que c'est la vie des milliers de personnes qui sont en danger. Une situation qui interpelle donc. Et puis dans le même registre, le ministre de la Santé, Dr Nyanko Lama, doit à titre de témoin se présenter devant le juge d'instruction Charles Wright. Cela fait suite au détournement des moustiquaires imprégnés financés par des partenaires au développement. Le ministre de la Santé devra fournir un ensemble de pièces pour expliquer le circuit de transport de ces moustiquaires non destinés à la vente jusqu'au Mali. Sans transition, le mouvement politique MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement, a animé une conférence de presse ce mardi à son siège à Koza pour exprimer sa position sur la nouvelle constitution en Guinée. Le président du dit mouvement s'est exprimé également sur la position qui est celle du Front national de défense de la constitution. Mohamed Valektoré, Mohamed Al-Hussein Kamara. Ou dans les prochaines éditions de formation sur cet élément. Nous passons donc avec la CENI. En dépit de la tension politique, la Commission électorale nationale indépendante déroule comme elle peut son chronogramme pour la tenue des législatives
Comme dans la plupart des circonscriptions électorales de la Moyenne Guinée, l'opération d'identification des électeurs a été lancée le 3 octobre dernier dans la préfecture de Pita, mais aussi celle de Dalaba et Mamou. Cette opération intervient après la formation des agents des démembrements de l'organe de gestion des élections en Guinée. Mariam Fodé Camara, Tierno Sadouba. Au bureau de la Carla de Pelelioro, où nous nous sommes rendus, les citoyens commencent déjà à rallier les lieux pour rechercher leurs fiches afin de se rassurer qu'ils pourront bel et bien voter. Ce, en dépit de la réduction du nombre de Carla à 62 pour toute la circonscription. Nous avons reçu les fiches d'identification que nous avons expédiées dans les sous-préfectures. Il était prévu 13 KR, mais aujourd'hui, il est revenu à 9. C'est avec ça que nous devons démarrer pour la commune urbaine. Et dans les autres sous-préfectures aussi, on a informé déjà les présidents des CESPI. Ils vont prendre leurs dispositions en ce qui concerne la diminution ou l'augmentation quelque part. Le maire de Pita invite les démembrements à jouer leur rôle pour permettre à chacun de se faire identifier. Nous voudrions que le temps accordé à ce recensement ou à cette révision soit respecté, que les techniciens, les responsables de démembrement, que chacun joue pleinement son rôle, parce que sinon on risque de faire du tort à des pauvres citoyens. L'identification des électeurs est une chaîne importante dans une élection, d'où l'appel à la responsabilité du préfet de Pita. Chacune de ces étapes que nous sommes en train de vivre maintenant constitue un maillon. Et pour que les élections réussissent comme nous le souhaitons tous, il faut que chacun de ces maillons soit des maillons forts. Donc chacune de ces étapes doivent être des étapes qui se passent comme cela se doit. Il a tout de même rassuré que l'identification de l'ensemble des citoyens se fera dans le délai compte tenu de la disponibilité des uns et des autres. Célébration de la 20e journée nationale de la jeunesse à Sigiri, c'était ce dimanche en présence de plusieurs ministres, notamment ceux de la jeunesse, des mines et des sports. L'un des éléments marquants de cette cérémonie est l'adoption de la stratégie nationale pour l'emploi des jeunes. Les jeunes de cette zone minière réclament plus d'opportunités d'emploi et le développement de leur ville. Alseni Camara nous revient de la Haute-Guinée. Ces images sont commentées par Alseni Bari. Ce dimanche couronne 3 jours d'activité marqués par l'assainissement des lieux publics, le reboisement et l'aménagement des forêts et des sites touristiques, des séries de formations et le grand bal. Les 33 préfectures, les 5 communes étaient représentées à Sigiri. C'est ici que la jeunesse guinéenne a adopté la stratégie nationale pour l'emploi des jeunes à l'occasion de cette journée nationale de la jeunesse sous le thème Jeunesse, paix et développement durable. Le choix de ce thème vise à renforcer et promouvoir chez les jeunes de Guinée l'esprit civique, le sens de la responsabilité et l'esprit de volontariat. Les jeunes invitent les autorités à œuvrer pour la prospérité de la Guinée en créant des opportunités d'emploi. Cela consiste essentiellement à la création d'opportunités de formation, de génération de revenus et d'emplois en faveur des jeunes. Il s'agit d'élaborer des politiques publiques de jeunesse appropriées, de mobiliser des ressources humaines qualifiées et de dégager des moyens financiers conséquents pour leur mise en œuvre. La fête n'aura duré que le temps de ces discours avant que la pluie ne s'abatte. Mais ces quelques instants de bonheur, les jeunes ont pu faire passer leur message, celui de lutter contre le chômage et l'autonomisation des femmes.
Et puis suite à l'appel manifesté lancé par le Front National de Défense de la Constitution, le ministre de l'Administration du Territoire a fait une importante déclaration sur les médias publics. La manifestation donc annoncée, Borema Condé a réagi ce soir. Le ministre de l'Administration du Territoire qualifie le FNDC d'être une menace pour la paix et la quiétude sociale. Pour lui, le FNDC veut paralyser le pays. Il a alors mis en garde les fauteurs de troubles tout en évitant les opérateurs économiques et les citoyens à vaquer paisiblement à leurs besoins. Il n'y a pas que les civils qui sont en proie à l'insécurité dans notre pays. Les hommes en uniforme aussi sont victimes du phénomène. Tenez, des hommes armés ont logé une balle dans la cuisse d'un jeune policier. Il a succombé à ses blessures. L'attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Sanoya, dans la préfecture de Koya. Algassim Yaliba, Yacouba Traoré pour nous en dire plus. Voici la victime en image. Adjudant Alama Traoré, policier en service à la routière de Bambeto. 37 ans, marié et père d'un enfant, il a été tué par un des 6 hommes armés qui lui ont rendu visite nuitamment à son domicile à Sanoya. Selon les témoins, il a reçu plusieurs balles avant de succomber. Hier à 3 h du matin, j'ai entendu un bruit. C'est ainsi que j'ai entendu la voix d'un type qui dit « C'est pas toi qu'on est venu te chercher, tu ne peux pas rentrer. Si tu ne rentres pas, on va te tirer. Hein? » Il a refusé, il dit « Non, je ne rentre pas. Ce qui va se passer, dis-moi. C'est parce que c'est mon beau. » Ils disent « Si tu ne quittes pas, on va te tirer. » Ils ont fait « Pam, pam, pam » en haut d'abord. On n'a pas vu ça. Par après, maintenant, ils ont tiré, ils l'ont vu arrêter devant ta porte. Vous avez vu sa porte là? Ils l'ont tiré sur la cuisse. Les assaillants ont pris des téléphones et se sont enfuis. Ce commandant parle d'un possible règlement de compte. Je suis en chantier. Il n'y a aucune télévision au salon, il n'y a rien. Comment veux-tu venir tirer sur quelqu'un si ce n'est pas un règlement de compte quand même? Peut-être où ils étaient venus me tuer, ou ils étaient venus tuer mon beau. Son épouse et tous les autres membres de la famille sont sous le choc. Mon mari est sorti demander ce qui ne va pas. Il lui a dit de rentrer, il a insisté. Ensuite, il a tiré sur lui 2 balles. Il est tombé et le sang coulait abondamment. On a appelé le secours, mais ils ont retardé. Une enquête est déjà ouverte pour identifier les coupables, nous a confié le beau-frère de la victime. À ses blessures à Afia 2, secteur de Sonfonia, Raï, dans la commune de Ratoma, le Dauphin aurait reçu une balle de la part d'une équipe de patrouille des agents des forces de l'ordre, selon les témoignages recueillis sur place. Malik Sangana Kamara, Abdoulaye Kamara. Amadou Ouriba, la vingtaine, était conducteur de taxi-moto. Il aurait reçu une balle dans la nuit du lundi aux environs de 22 h lors d'une patrouille de la gendarmerie dans ce secteur, selon un témoin. Juste à quelques 10 mètres comme ça, ils ont trouvé un jeune qui était assis au niveau de la boutique. Ils ont poursuivi, donc ils ont voulu le brigander comme ça au nom d'Ibrahima, donc communément appelé IB. Après avoir fini, donc il avait laissé le jeune homme. Donc lorsqu'il avait laissé le jeune homme, maintenant, on a entendu maintenant une fois encore il a engagé, une deuxième fois. Maintenant on a entendu des tirs là-bas. Avec des coups de sommation, la peur s'est emparée du secteur. Le jeune Amadou Ouri, atteint par balle, a été d'urgence transporté à l'hôpital pour bénéficier des premiers soins. C'est de là où il a rendu l'âme. C'est une opération de patrouille de la gendarmerie qui aurait mal tourné et qu'un jeune du nom de Amadou Riba qui a été touché par balle. Et après qu'il soit touché par balle, on l'a admis à l'hôpital Donka. On a voulu le sauver, mais malheureusement, il a rendu l'âme vers les 3 h 45. Ce mardi matin, c'était la tristesse et la consternation dans la famille mortière. Les jeunes du secteur Afia 2, choqués par cet acte, ont pris d'assaut toutes les ruelles bloquant la circulation. Au même moment, ils ont eu des accrochages avec la gendarmerie déployée sur les lieux. Sur un tout autre plan, la grisaille dans les écoles n'a pas été dissipée en dépit de l'ouverture officielle des classes depuis le 3 octobre dernier. La morosité dans les écoles à travers le pays se passe de commentaires, comme c'est le cas au centre de formation professionnelle CFP de Matoto. Dans les salles de classe et ateliers, les élèves se comptent sur le bout des doigts, une situation
qui préoccupe les enseignants et les responsables du centre. Abdoulaye Sadio Diallo, Tierno Sadouba. Koivogi Madeleine, en pleine activité dans la section chaudronnerie du centre de formation professionnelle de Matoto. Parmi les 309 élèves en classe de 2e et de 3e année, elle fait partie des rares qui ont repris le chemin de l'école. La rentrée, Dieu merci, ça va, parce que je suis là avec les amis, on travaille très bien. Il y a beaucoup de personnes. Si Madeleine se réjouit de ce qu'elle appelle une affluence en cette période de reprise des cours, Ali Badara, le maître, pense qu'il n'y en a pas. Il dit disposer de tout le matériel lui permettant de travailler avec ses élèves, mais il n'est pas satisfait du nombre d'apprentis présents en ce moment. En principe, je suis avec la 3e année, mais les élèves qui sont là, 30 personnes, je n'ai que 10 personnes. Cette reprise morose des cours au CFP de Matoto touche aussi la filière maçonnerie où 5 élèves seulement se sont présentés ce mardi. Mais c'est mieux qu'en menuiserie industrielle. Ici, malgré la présence des maîtres, aucun élève n'a daigné reprendre pour l'heure, d'où la colère de ce formateur qui appelle les apprenants à une prise de conscience. En plomberie sanitaire, nous les avons trouvés en situation de classe. 12 élèves qui sont présentés. Nous avons nettoyé l'atelier et proprement, j'ai donné le programme, l'emploi du temps. Les élèves de la première année, eux, sont attendus au CFP de Matoto dans les prochaines semaines. Mais déjà, à l'administration du centre, une inquiétude est soulevée. Le département de tutelle les propose de recevoir un effectif nettement supérieur au nombre de places disponibles. Cette année, il y a eu 1443 candidats avec un besoin exprimé de 210 compte tenu des capacités de nos salles. Les élèves du CFP de Matoto n'ont pas massivement répondu au premier jour de la rentrée, mais la direction aussi semble ne pas avoir pris toutes les dispositions à son niveau. L'enceinte du centre n'est pas désherbée, les conditions d'hygiène ne sont pas satisfaisantes et l'accès à l'école même arrache soupir. Encadreurs, enseignants et élèves ont repris lundi dernier le chemin de l'école à Kankan, une reprise qui n'a pas également connu assez d'engouement chez les apprenants. C'est le cas du lycée-collège Morifi-Djan Diabaté, où notre correspondant régional Alpha Ouma Koïta a fait un tour avec son caméraman Touré Faye. Contrairement au premier jour de l'ouverture des classes, des élèves ont massivement répondu à l'appel ce lundi dans les différents établissements d'enseignement publics et privés de la commune urbaine de Kankan. Au lycée Morifi-Djan Diabaté, par exemple, l'engouement était au rendez-vous ce matin, même si la mobilisation au niveau des élèves n'a pas été à la hauteur des attentes de leurs encadreurs. Ces statistiques-là ne sont pas convaincantes, franchement, parce qu'avec des effectifs de 3000 et quelques inscrits, nous n'avons eu que 1804, dont 738 filles. Franchement, il faut inviter les parents à envoyer les enfants à l'école. Je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, les élèves ont répondu massivement de la 11e à terminale. Sur 1219, il y a 589 qui ont répondu. Au niveau des enseignants, 16 ont été programmés ce matin, de 8h à 12h. Ils étaient là. Il y a au moins 10 autres qui étaient venus. Ousmane Kaba, professeur de maths au collège, et Mariama Mori Konaté, professeur de français au lycée, ont dispensé leur premier cours ce matin. Depuis 8h, nous sommes en classe. Nous avons fini la première heure du cours depuis 8h, de 8h à 10h. Et le deuxième cours, c'est maintenant dans la classe 10e F. Alors, les élèves, presque la moitié de la classe est là. Le cours évolue bien. Depuis le 3, les enfants venaient, mais aujourd'hui, lundi, la présence était très massive dans les classes. Comme on peut le constater, dans cette classe de terminale sciences expérimentales, la plupart des élèves n'y étaient pas au moment de notre passage. Le cours d'économie que moi je dispense, ils ne voyaient pas ça au bac. Donc ils ont tendance à négliger. Sinon, le matin, la salle était archi-comble. Ça me fait très mal, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais je l'ai dit tout à l'heure aux élèves qui sont là, qu'avant de courir derrière la réussite au bac, il faut courir derrière une formation. Donc pour cela, on ne peut pas faire le choix entre les disciplines. Il faut
prendre toutes les disciplines au même pied d'égalité. Conscients du taux élevé de redoublement scolaire durant les 2 dernières années, ces candidats se disent prêts à relever le défi. Dès maintenant, je vais commencer les révisions, venir à l'école. Je vais plus semer maintenant parce que mon objectif cette année, c'est d'avoir le bac. Oui, on peut dire que les cours ont été bien passés parce que ce matin, nous avons reçu tous les professeurs qui devraient nous donner les cours. Le taux de redoublement l'année dernière était trop. Courageusement que je vais dire à mes amis que nous devons prendre le courage de continuer l'étude parce que c'est nous l'avenir de ce pays et nous savons tous qu'un pays ne vaut que ce que vaut son éducation. À Conakry, plusieurs établissements scolaires ont repris donc les cours, mais pas dans tous les établissements. C'est l'exemple de l'école primaire Diaramaya de Tayaki à Kobaya, dans la commune de Ratouba. Là-bas, une ONG a construit une école, mais qui manque d'enseignants et de routes. Mamadou Saliouba, Ibrahima Awal Kamara. Pour beaucoup d'écoliers, c'est l'heure de renouer avec la craie ou de faire connaissance avec le nouveau maître. Mais pas pour ceux-ci. Nous sommes à Tayaki, un secteur de Kobaya, dans la commune de Ratoma. Il est 11 heures. Ici, comme vous voyez, ce n'est pas le moment de partir à l'école. Massés un peu partout, les enfants prennent du temps à jouer devant leur mère, impuissante. J'ai beaucoup d'enfants ici, mais par manque de route, l'école n'est pas ouverte. Route, poste de santé, électricité, eau potable. Tayaki, qui est pourtant dans la capitale, manque presque de tout, sauf une école, car voici l'établissement du secteur récemment offert par une ONG. 6 salles de classe, des latrines, des tables-bancs, des bureaux, tout y est, mais il n'est pas encore temps de reprendre les cours, et la raison, elle est toute simple. Même si les élèves viennent, on ne peut pas étudier parce qu'il n'y a pas de craie, il n'y a pas de documents, les cahiers de préparation, rien n'est prêt d'abord. Manque de craie et de préparation, voilà pourquoi l'école est restée fermée, mais c'est loin d'être la seule raison. Perdu dans la brousse, le secteur est totalement enclavé. D'ailleurs, depuis plus de 4 ans, Flavien est le seul enseignant du village. 2 grades par salle, une éducation peu fiable, Ansoumani Kamara, lui, a décidé d'inscrire ses enfants en ville. Pour le cas de Tayaki, nous pouvons dire que c'est un peu très complexe. Pourquoi d'abord? Si l'ONG nous a fait cette école-là, mais la route n'y est pas. L'ONG Yarama qui a construit l'école a promis d'ajouter 2 enseignants à Flavien pour 5 grades. Mais comment ces enseignants pourront venir jusqu'ici? Voici la route de Tayaki. Pour l'emprunter, il est préférable de porter une culotte, trouver un bâton et surtout ne pas se presser. À chaque moment, j'arrive en retard. Parce que des fois, quand je quitte ici à 7h, 8h, arrivé là-bas, ça trouve qu'il est 9h, 10h comme ça. Je reviens en retard, quoi. Quelques 4 km debout, une route à l'allure des marigots. Les cours pourraient commencer lundi prochain à Tayaki, dans des conditions peu meilleures. Parlant de route, le décor n'est pas non plus reluisant sur la nationale Kindia-Télémélé. Cette route connaît une dégradation très poussée, longue de 135 km. Certains automobilistes mettent plus de 8 heures entre ces 2 villes. Les populations de Télémélé exhortent l'État à leur venir en aide. Idrissa Bari, Djibril Kabakamara. Télémélé est la seule préfecture en République de Guinée qui est ouverte à 8 autres préfectures. Mais y accéder est un véritable parcours de combattant. Pourtant, elle est située à 135 km du chef-lieu de la région administrative de Kindia. Parfois, les usagers passent plus de 8 heures du temps sur ce tronçon. La distance Kindia-Conakry, c'est la même distance Télémélé-Kindia. Mais c'est impraticable, c'est un calvaire. Tu fais 8 heures de temps sur 135 km de route. Et puis c'est quand tu rentres en paix que tu es content. Sinon tu risques de passer la nuit en cours de route pour des pannes qui vont créer. Les ponts sont finis, la route est dégradée, les fosses sont là. Ici, nous sommes à Siraya dans la sous-préfecture de Senta. Les jeunes de cette localité, pour faciliter la circulation pour les usagers, creusent des fosses permettant l'écoulement des eaux qui joncent la route.
Malgré le peu de moyens dont ils disposent, ils se lancent vers l'État pour trouver une solution adéquate. Nous ne pouvons pas rester ici croiser les bras. Il y a la circulation qui doit se faire. Il y a les motos, il y a les véhicules. Donc, s'il n'y a pas une autre aide, nous allons en profiter pour que la circulation continue en attendant les aides. La dernière opération de reprofilage de cette route nationale remonte à plus de 10 ans en arrière. Une situation que ne digère pas le maire de la commune urbaine qui se demande à quoi sert l'économie nationale. D'accord que l'État ne peut pas faire de goudron, mais l'État ne peut pas reprofiler la route pour les usagers. L'État ne peut pas reprofiler. Nous ne demandons pas un goudron entre Kindia et Télémélé. Si l'État ne peut pas, sinon, c'est même honteux. Il faut aller à Tambacounda. Tambacounda, Sénégal, c'est le goudron. Les sous-préfectures du Sénégal, là, un pays sahélien, c'est le goudron, c'est le courant, il y a tout. Pourquoi pas nos Guinéens? Pourquoi pas nos Guinéens? Où est l'économie de ce pays? Récemment, l'État a octroyé 9 km de route urbaine à la commune de Télémélé. Si le projet a beaucoup évolué, mais le reste des travaux constitue un danger pour les populations riveraines, précise le maire. Ça, au moins, on félicite le gouvernement pour ça. Ils nous ont accordé 9 km de voirie. Mais je te jure, ils ont travaillé à 80%. Mais le reste, les 20% qui restent là, risquent de tuer les enfants. Parce que vous avez vu les eaux de ruissellement avec les fosses qu'ils ont ouvertes. Ce n'est pas fermé. Depuis 5 mois, 6 mois, ça ne travaille pas. Et les enfants doivent traverser. J'ai peur de trouver un mort d'enfant un jour à Télémélé à cause de ces fosses ouvertes par le Guicopres. L'élu de la municipalité de Télémélé lance une invite au chef de l'État de penser à sa préfecture. Je demande au chef de l'État. Parce qu'en Guinée, on est habitué. Sinon, j'aurais préféré demander au ministre des TP. Mais tant que le président ne s'implique pas dans ce pays, rien ne va marcher. Or, les ministres sont là pour ça. Nous, élus de la population, nous demandons très respectueusement au président de penser à Télémélé, de faire la route Kindia-Télémélé. C'est un calvaire. Les usagers souffrent. On est à moins de 200 km de la capitale, mais on fait 2 jours, 3 jours pour atteindre la capitale. C'est la honte. C'est vraiment le président qui n'a qu'à penser à Télémélé. Cri de cœur donc des populations de Télémélé. Dans le même sillage, les travaux de réfection de la route nationale Koya-Forekaria sont prévus certes, mais en attendant, c'est le calvaire pour les usagers de cette voie. La route est quasi impraticable. Rosaline Goto-Monemo, Yacouba Traoré nous font ce constat. Des grands creux, des bouts un peu partout, voilà l'image que présente la route nationale Koya-Forekaria. Pratiquer ce tronçon est un véritable calvaire. Les véhicules ont du mal à passer. Moins d'erreurs, ils risquent de s'enfoncer dans la boue. Depuis qu'on a quitté à Conakry d'arriver à Pamela, on fait 4 heures, 5 heures du temps ici, manque de route. Il n'y a pas de route, on se fatigue complètement. Il y a des ministres qui sont sortis par ici. Mais tu peux sortir à Koya ici, tu ne peux même pas aller 15 kg sans que ton camion ne tombe pas en panne. Les usagers peinent à circuler sur cette voie. Ils invitent les autorités compétentes à faire face à leurs souffrances. C'est difficile qu'on passe la moto ici, là. C'est très difficile. Essayez de voir ça et arranger. On n'a pas dit de partager l'argent de porte en porte, mais au moins le passage simple pour qu'on gagne de quoi manger, ça là c'est vraiment important. On demande au gouvernement de nous aider pour qu'on ait de bonnes routes. Il n'y a pas de route en Guinée, on est fatigué. Moi je suis un chauffeur de Conakry là-bas. Je quittais là-bas à cause de la route. Je venais la route de Pamela. Je trouve que la route de Pamela est plus mauvaise. La route de Wonkifon est confrontée au même problème. Ici, à chaque pas, l'on rencontre des nids de poules. Le sous-préfet de cette localité reconnaît l'état de dégradation très poussé de cette route. Cependant, il affirme que cette voie sera bitumée au moment des travaux de bitumage de Koya-Forekaria. La route, elle est défectueuse, c'est vrai, mais pratiquement, nous allons bénéficier du bitumage de la route du Carrefour-Wonkifon jusqu'à Wonkifon village de 3 km. La pose de la première pierre de la construction du tronçon Koya-Forekaria a été faite en décembre 2018. Les citoyens attendent impatiemment le démarrage des travaux.
Changeons à présent de registre et venons-en à la compagnie des eaux minérales de Guinée qui entend rétablir son image écornée par des révélations faites récemment dans la presse locale, des informations qui faisaient état de conditions d'hygiène insalubres au traitement des eaux Koya et du jus Capri-Sun dans son usine située à Sophonia. L'une de nos équipes y a été déployée ce mardi afin de faire toute la lumière sur ces allégations. Le reportage est signé Mohamed Amaro Kamara et Bromassori Kamara. Une visite guidée dans l'enceinte de l'usine. Les installations de la fabrique des eaux minérales Koya et du jus Capri-Sun, les magasins de stockage, le laboratoire, bref, nous avons été permis d'explorer tous les compartiments et nous imprégner de toute la chaîne de production. L'entreprise nous a même exhibé une attestation de conformité, la preuve qu'elle n'a absolument rien à se reprocher. Ici, c'est le site de l'usine de Capri-Sun. C'est un complexe industriel où nous faisons le jus Capri-Sun et l'eau minérale Koyaye. C'est une partie de la production de l'usine de Koya qui est à Koya. Donc l'usine de savon dont ils ont parlé, ça se trouve dans un autre site et c'est une usine où il n'y a pas d'activité. Derrière toutes ces allégations que d'ailleurs les journalistes n'ont pas cherché à comprendre, un litige entre la compagnie et un certain Aziz Touré. Monsieur Touré est parti non seulement se fabriquer un titre foncier à la conservation foncière, alors que le titre foncier original se trouve à la Société Générale de Banque. Il n'y a pas eu de main levée. Ensuite, il essaie de tromper la justice en leur montrant seulement les documents qui sont en sa faveur, ce qui amène quelquefois la justice à prendre des décisions qui ne sont pas correctes. L'affaire est à ce jour sur la table des juges à la Cour suprême et la société attend le verdict pour s'essuyer de toute suspicion. Ça sera le dernier jugement en République de Guinée. La partie qui ne sera pas d'accord pourra aller à Abidjan, à la cour de l'OADA. Les médias qui ont ébruité l'affaire seraient aveuglément tombés dans le piège de la manipulation, regrette le responsable commercial de la société. Maintenant, il faut rétablir l'honneur et l'image de l'entreprise. À la population guinéenne, aux consommateurs, de ne pas s'inquiéter. Nous avons été les premiers, nous sommes le modèle en Guinée. Nous nous soucions pour la qualité de vie de nos populations. En ce qui concerne les allégations, la compagnie a requis un droit de réponse. Elle veut veiller à ce que sa crédibilité ne soit jamais entamée. La société Edacom poursuit quant à elle la promotion de ses produits Armanti. La préfecture de Koya a été une autre étape pour les responsables. Le choix de la localité n'est pas fortuit. Là-bas, la gamme est très prisée. Je vous propose ce public reportage signé Djibril Bah et Lamine Silla. Le gouvernement guinéen a récemment élaboré une politique nationale pour la lutte contre la malnutrition. Un document qui, après validation, a mis l'accent sur le volet communication. Au terme de ce cadre d'échange, 600 activistes de la société civile seront donc déployés dans le pays pour véhiculer les bonnes pratiques de la nutrition. Nous sommes là aujourd'hui pour faire la validation de cette stratégie de communication et de plaidoyer afin de mobiliser des fonds pour le financement du plan stratégique multisectoriel de la nutrition en Guinée. Ce plan stratégique multisectoriel va être exploré. Il va amener ses participants à faire des recommandations pour attirer l'attention des autorités sur un fait qui est devenu inquiétant. On a constaté que les dirigeants africains et surtout des pays sous-développés ne prennent pas en considération les questions d'alimentation et de nutrition. Pourtant, l'un des premiers indicateurs de développement, c'est l'accès à une alimentation de qualité. Parce qu'une alimentation de qualité entraîne une bonne nutrition. Une bonne nutrition entraîne une bonne défense de l'organisme face aux maladies. La malnutrition a des conséquences. Selon ces médecins, elle devra être prise très au sérieux. Telles que l'hypertension, le diabète et autres maladies respiratoires chroniques. C'est parce qu'à l'enfance, l'enfant a déjà eu des problèmes de nutrition qui n'ont pas été bien pris en charge et qu'il a traîné.
l'initiative ne va pas exclure les groupements féminins. Ils seront encadrés par des centres d'écoute et d'orientation pilotés par des organisations de la société civile. Un élément donc sur la nutrition au lieu du public reportage. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses. C'est ainsi donc que prend fin cette édition d'information. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. À demain pour notre point sur l'actualité. D'ici là, passez un agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.